Trouver les bons commerciaux, des commerciaux d'exception, surtout en ce moment, ça relève de mission impossible. Enfin, presque. Dans la jungle des commerciaux, on trouve toutes sortes d'animaux. Et parmi le champ des possibles, nous devons trouver les meilleurs potentiels uniquement. Ces oiseaux rares qui feront décoller nos ventes. Ces top performers, ce sont les fameux 20% de commerciaux qui créent 80% des résultats du chiffre d'affaires en entreprise. C'est eux les top guns de la vente. Et c'est sur eux que vous pourrez vous reposer pour développer votre chiffre d'affaires. Mais les trouver, c'est dur, c'est très dur, et ce, pour 3 raisons. D'abord, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut rechercher comme compétences clés. On comprend pas toujours, c'est pas net ce qui fait la différence entre les commerciaux moyens et les excellents commerciaux. Ensuite, parce que tout le monde peut être bon en entretien, et surtout les commerciaux. Généralement, ils savent vendre et surtout eux-mêmes, et il est assez facile de tomber dans le panneau. Donc là, c'est compliqué de démêler le vrai du faux. Et enfin, parce que même quand on sait ce qu'il faut détecter, on ne sait pas toujours comment le tester, le vérifier pendant l'entretien pour être sûr qu'on fait le bon choix. Et c'est aussi pour ces 3 raisons qu'on peut être amené à faire des erreurs de recrutement, erreurs qui peuvent coûter des fortunes. Le coût du processus de recrutement, le temps perdu à l'onboarding et à la formation, le management qu'il va recevoir lors de sa présence, son salaire, les opportunités manquées par son incompétence et son manque de formation, et toute une autre foule de raisons, de facteurs indirects, comme par exemple l'impact que ça a sur le moral de votre équipe commerciale qui voit quelqu'un comme ça arriver et puis repartir. Si on somme tout ça, il y a une multitude d'articles qui nous emmènent à penser que ça vaut entre 1 et 2 années de salaire annuel du commercial en coût pour l'entreprise. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, je vous conseille cet article de Welcome to the Jungle dans lequel ils expliquent tout le raisonnement logique vers ce calcul. Je trouve ça très convaincant. Et là, on se rend compte à quel point ça coûte cher les erreurs de recrutement. Bref, c'est une catastrophe et pour éviter ça un maximum, il faut réussir à être le plus précis possible dans ces phases de recrutement et d'analyse des candidats. Ça permet de faire baisser drastiquement le taux d'erreur et du coup d'économiser de l'argent, démarrer sa croissance plus vite et maximiser ses chances de réussite. L'enjeu ici, c'est de perfectionner votre détecteur à bons commerciaux. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous aider exactement à faire ça. Je vais vous aider à repérer ce qu'est un bon commercial et pouvoir le tester sur 12 critères en entretien ou sur lecture du CV parfois. Mais ce n'est pas tout, je vais aussi vous donner des mini-tests et des questions concrètes que vous allez poser en entretien. Je vais vous les écrire, je vais tout vous mettre dans une checklist que vous pourrez télécharger. À la fin de la vidéo, je vous ferai une liste également des no-go absolus, des red flags en entretien qui vont vous permettre de décider rapidement de ne pas donner suite à un processus de recrutement avec un commercial. Tout ça dans le but de trouver plus vite les top performers et de faire moins d'erreurs. Nous, ce qu'on veut, c'est dénicher la perle rare. Cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos que je suis en train de vous faire sur d'abord comment savoir ce qu'est un bon commercial et le tester, ensuite comment le trouver et le convaincre de vous rejoindre, et la dernière vidéo, elle tiendra sur comment garder et satisfaire vos meilleurs commerciaux. Sans plus tarder, voyons ensemble ce qu'est un excellent commercial et comment le tester en entretien. Nous rejoignez, bonjour à tous, je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial et aujourd'hui j'aide les CEO, leurs managers et leurs équipes commerciales à craquer le code de la vente en SaaS, en vente complexe. Je le fais à travers notre activité de conseil qu'on a chez Meet Your Market, mais aussi gratuitement à travers ces vidéos sur YouTube et ma newsletter. Vous retrouvez cette newsletter dans la description. Chaque mois, je vous donne des tips concrets pour progresser en vente. Alors aujourd'hui, la promesse de cette vidéo, elle est forte et pour la tenir, je vous propose un plan en 4 étapes. Première étape, je vous donne directement les 12 compétences clés à tester. Deuxième étape, je vous donne les tests concrets à opérer sur les commerciaux en entretien. Et troisième étape, je vous partage une liste de red flags, de no-go absolus. Si vous les détectez en entretien, vous savez qu'il faut arrêter. Et peut-être qu'à la fin, il y aura un bonus, un petit tips pour pousser les commerciaux à vous dire la vérité en entretien. Alors on se lance tout de suite dans les compétences à détecter et je préfère vous prévenir, la liste c'est pas une liste qui est exhaustive, c'est les éléments qui sont arrivés les plus évidents lorsque j'ai préparé cette vidéo. Il faut que vous gardiez votre esprit critique, que vous demandiez ce qui est le plus ou moins adapté à vous, mais ce que j'ai voulu faire c'est de donner ces 12 critères et qu'ils soient le plus transverse possible. Donc si vous faites de la vente complexe, ça s'applique surtout à vous, la vente de SaaS, si vous faites de la vente transactionnelle avec des plus petits paniers moyens, ce sera pas toujours vrai, mais si vous êtes dans ce cas de figure, normalement ces critères ils devraient vous parler. Un jour je sortais d'une grosse réunion à la Défense, j'avais devant moi un parterre de managers et de directeurs et donc en sortant de la réunion, j'ai mon champion, la personne qui représentait les directeurs qui me raccompagne à la sortie de la tour. Et sur le chemin,
je lui pose une question complètement désintéressée parce qu'ils avaient fait mention de la fusion qui était en cours entre leur entreprise et une autre. Et donc je lui demande, mais c'est finalement cette fusion pour toi concrètement, qu'est-ce qu'elle change? Et là le prospect il se tourne et il me regarde et je sens que j'ai débloqué quelque chose, je sens qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il me dit, écoute Quentin, cette fusion, je vais faire du management de partout, des reports, il faut que j'essaye de rationaliser tout, les équipes, les outils, les KPI. Et là, moi j'entends les outils, à l'époque je vois un SaaS qui est un outil, j'essaie de comprendre, mais les outils, ça veut dire quoi? Et à ce moment-là, grâce à cette discussion, je comprends qu'en fait, notre plus gros concurrent, ce n'est pas les concurrents qui étaient autour de la table, c'est que c'était l'outil existant dans la boîte qui était en train de fusionner, donc la boîte de l'autre côté. Grâce à ça, je change complètement mon fusil d'épaule dans la manière dont on articule le deal. Ce changement de position, il permet de faire d'apparaître une nouvelle proposition de valeur et surtout d'apporter des éléments de réassurance qui viennent garantir le succès du projet. Ça a été un tournant dans le deal et si j'avais pas posé cette question, j'aurais jamais pu avoir cette information. Évidemment, on a gagné le contrat et si on l'a gagné, c'est pour une caractéristique, c'est la curiosité. Parce qu'à ce moment-là, j'étais curieux et j'avais envie de poser des questions, qu'elles soient désintéressées ou pas, pour vraiment comprendre ce qui se passait. J'ai eu accès à un nouveau type d'information, j'ai accès à une information privilégiée qui m'a permis de changer le cours de la vente. C'est la première compétence clé, c'est la curiosité pour les bons commerciaux. La curiosité, ça permet d'emmagasiner beaucoup plus naturellement une quantité supérieure d'informations de qualité, informations sur lesquelles on va pouvoir capitaliser par la suite. Pour vérifier la curiosité d'un candidat en entretien, c'est hyper simple. On va essayer de voir s'il nous pose des questions naturellement, s'il a fait ses recherches en amont, s'il vous demande de reformuler certaines phrases ou certaines choses qu'il vous demande de préciser. On essaye de comprendre si la personne elle a envie d'en savoir plus, elle n'hésite pas à poser des questions. Et puis il y a une chose plus proactive que vous pouvez faire pour essayer de déclencher ou détecter une curiosité, c'est de faire parler au candidat d'un de ses hobbies. En parlant d'un de ses hobbies, vous allez voir à quel point il va au fond des choses, les spécificités qu'il met en place, vous allez pouvoir détecter sa curiosité et pourquoi. On va essayer de comprendre mais pourquoi tu fais ce hobby-là, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et là-dedans, on va essayer de détecter cette curiosité. La deuxième compétence clé, c'est la coachabilité. Alors je sais pas trop si ce mot existe, mais simplement c'est le fait de recevoir correctement du feedback et d'appliquer ce qu'un manager va dire à ce commercial. La coachabilité, c'est important parce que quand vous allez recruter un commercial, par définition, il ne saura pas tout, il y aura des axes de progression. Vous le recrutez aussi pour son potentiel. Et sa capacité à réaliser son potentiel, elle dépend de sa capacité à absorber les conseils, les retours qu'on va faire dans l'équipe. Ça permet qu'il progresse plus vite, mais ça permet aussi une meilleure entente avec les personnes au sein de son équipe et aussi les managers en général. Donc il y a deux enjeux ici sur la question de la coachabilité. Donc la question de la coachabilité, c'est la question de est-ce que vous allez réussir facilement à infuser le savoir que vous devez transmettre, peu importe à quel niveau, avec cette personne. Pour tester ça, il y a un petit exercice que j'aime beaucoup, c'est que souvent en entretien, vous allez faire des simulations, vous allez donner des études de cas. Et suite à cette étude de cas, ce que vous allez faire, c'est donner le feedback au candidat. Et là, le but de donner le feedback, c'est pas lui dire s'il a raison ou il a tort, etc. C'est justement de tester sa réaction au feedback. Alors c'est un exercice dans l'exercice, mais il est très intéressant parce que si le candidat passe son temps à se justifier, à trouver des excuses ou autre, ça peut être un red flag dans l'entretien. Au contraire, s'il dit « Ah intéressant, ah oui, il faudrait que j'applique ça », que vous éventuellement vous lui refaites faire l'exercice et qu'il applique avec enthousiasme, avec envie, là vous découvrez que vous êtes en face de quelqu'un qui est coachable, quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs aussi. Le troisième critère, en fait j'en ai mis deux, c'est le fait d'être empathique et stoïque. Empathique parce que ça permet de se mettre à la place de son prospect et de comprendre pourquoi il vous dit A ou B même si ça vous arrange pas, entre guillemets. Stoïque parce que c'est ce qui va vous permettre de rester calme et d'agir sur ce sur quoi vous avez le contrôle plutôt que vous énerver de la réaction du prospect que vous ne maîtrisez absolument pas. Donc il faut les deux côtés. L'empathie, ça vous permet de comprendre et le stoïcisme, si on peut l'appeler comme ça vous permettre non pas de réagir, mais plutôt d'agir intentionnellement. C'est ce qui fait que les excellents commerciaux arrivent toujours à garder le contrôle et leur calme sur la situation. Ça dégage aussi une forme de seniorité qui est extrêmement importante en termes de crédibilité. L'un des facteurs qui aide le plus, évidemment, c'est l'expérience, mais il y a d'autres moyens d'acquérir cette sympathie, simplement par la formation et la compréhension, la connaissance des prospects. Alors pour tester ça en entretien, on va projeter le candidat dans une situation, une dernière situation dans laquelle il a été sous pression, peut-être hors de contrôle, et qu'on essaye de comprendre comment il a réagi. Il va nous expliquer comment il a réagi, pourquoi il pense que c'est bien ou pas bien. Le but, c'est qu'il nous décrive et que nous, on comprenne. Dans toutes les situations d'entretien, si à un moment donné, il y a un doute et que vous voulez détecter des potentielles voies d'amélioration chez le candidat, vous pouvez lui dire mais ce serait quoi dans cette situation le sujet sur lequel tu aurais le plus envie de progresser? Le sujet sur lequel le candidat il a le plus envie de progresser, a priori c'est le sujet sur lequel il se sent le moins compétent, donc ça peut être un bon détecteur aussi pour vous de prendre les choses sous cet angle-là. Pour parler du quatrième critère, je vais vous parler de l'histoire de Mime. Ça nous arrive en fait assez régulièrement d'être confronté à des boîtes qui sont 10 fois, 15 fois plus grosses que nous dans des affaires à gagner. Et nous chez Mime, on adore jouer à David contre Goliath. Alors,
quand on gagne ses affaires contre des géants, on pose assez rapidement la question quand la collaboration démarre, mais monsieur le client, qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers nous? Et assez régulièrement, il y a les mêmes choses étonnantes qui reviennent. Les autres nous ont pas répondu rapidement, il y avait des erreurs dans les propositions, on n'a pas senti qu'ils avaient l'expertise, ils n'ont pas fait l'effort de personnaliser, ils ont déplacé 2 fois le rendez-vous, ils sont arrivés en retard, et c'est parfois juste là-dessus, ça n'a rien à voir avec notre expertise ou notre méthode, qu'on gagne des affaires. C'est incroyable le nombre de commerciaux qui perdent des affaires juste par manque de professionnalisme. Ce sera donc le critère numéro 4 à vérifier chez vos top performers, c'est est-ce qu'on est en présence de quelqu'un qui a développé du professionnalisme. Le professionnalisme, c'est un hard skill, c'est savoir ce qui est attendu de toi dans ton métier, ce qui est attendu de toi par ton client, c'est savoir faire ce qu'il faut, indépendamment de son humeur du jour, de sa personnalité, de ses préférences ou de son ego, c'est faire ce qu'il faut, faire ce que la situation exige. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un soft skills, moi je pense que c'est un hard skill parce que ça s'apprend, c'est facile de vérifier qu'on est à l'heure ou pas à un rendez-vous, c'est facile de vérifier qu'on est capable de livrer une proposition commerciale en moins de 48 heures, c'est facile de vérifier si le commercial a préparé son rendez-vous ou pas. Ça, c'est du professionnalisme. Alors comment on vérifie ça en rendez-vous? Bien, pour commencer, vous allez observer. Vous allez observer la manière dont le candidat se présente à l'entretien. Quelle est son attitude? Est-ce qu'il a été parfaitement ponctuel? Comment il se comporte en entretien? Est-ce qu'il voit les limites du professionnalisme et de l'amateurisme? Est-ce qu'il sait établir des barrières? Est-ce qu'il est orienté vers le business ou est-ce qu'il est orienté vers sa personne? Et là, vous pourrez reprendre la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure et vous pouvez lui demander sur la question du professionnalisme, ce serait quoi le critère sur lequel tu aurais le plus envie de progresser? Et là, vous pouvez étayer votre propos, essayer de réfléchir à quels sont les critères de professionnalisme les plus importants pour vous. Vous allez lui proposer pour essayer de comprendre où est-ce qu'il en est de ce côté-là. Vous pouvez aussi lui demander 3 raisons les plus inexcusables de perdre une affaire. On peut voir si le professionnalisme sort. Souvent, pour les gens qui le sont, ça sort assez rapidement. C'est pas absolu, peut-être qu'il va pas en parler, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut être une voie pour vous concrète. La prochaine compétence à vérifier, elle est très importante et c'est probablement l'une des plus complexes. Et d'ailleurs, je suis pas certain que ce soit une compétence. Ce que vous allez devoir vérifier ici, c'est la triple adéquation entre le commercial et le métier qu'il va rencontrer tous les jours, le commercial et le type d'interlocuteur, et enfin, 3e adéquation, le commercial et votre entreprise et la culture de votre entreprise. Donc c'est une adéquation qui est majoritairement culturelle. Et pourquoi elle est importante à vérifier? C'est parce que souvent, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas aussi difficilement que vous ne voulez pas vous mettre volontairement dans cette panade. C'est très rare que ça prenne, on ne change pas les gens. La culture, c'est quelque chose qui ne se juge pas, mais c'est un fait, ça aide à la vente. C'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui nous ressemble, dont on a partagé beaucoup d'expériences, qui parle le même langage que nous. Donc ici, on veut vérifier un minimum l'adéquation avec le commercial et le métier. Si on est sur des métiers extrêmement structurés, c'est mieux d'avoir un commercial qui a la culture de la structure et à minima à qui s'appeler. L'adéquation avec l'interlocuteur, c'est si on est sur des interlocuteurs C-level, est-ce qu'on est capable, et on se projette, on dit est-ce que je suis à l'aise avec le fait de mettre un commercial devant un C-level? Et un commercial qui est bon devant un C-level, c'est pas forcément un commercial qui sera bon devant des utilisateurs, parce que ça ne requiert pas exactement les mêmes compétences. Donc, il faut se poser cette question d'adéquation. Et enfin, et sans doute la plus importante, c'est l'adéquation avec votre culture d'entreprise. Parce que ce sales, c'est pas juste un vendeur qui va avoir des clients à l'extérieur, c'est un vendeur qui va interagir avec pas mal de départements de votre entreprise. Et donc, c'est quelqu'un avec qui ça va être facile de collaborer, parce qu'on ne veut pas d'une pomme pourrie dans notre panier. Donc parce que c'est difficile à corriger et que globalement on ne veut pas se mettre dans cette situation, il faut bien vérifier ce fit pendant les entretiens. Pour tester ça, vous n'avez besoin que de 2 choses. La première, c'est d'établir très clairement le type de cible d'interlocuteur, avoir conscience de ce besoin d'adéquation et de savoir ce que ça demande en face. Et de l'autre côté, pour tester le candidat, et bien là on va revenir au hobby, au voyage, à des choses qui le détendent et qui va le sortir du travail, et vous allez lui demander de parler de sa dernière expérience. Pourquoi? Parce qu'en parlant de son dernier voyage ou de sa dernière réalisation dans son hobby, le commercial, il sort un peu de l'entretien, il va revenir au naturel. Et vous voulez qu'il soit à l'aise, vous voulez le voir sous son vrai jour. Et parce qu'il va être naturel et que vous allez le voir sous son vrai jour, il va commencer à s'exprimer comme il s'exprime naturellement. Il va commencer à parler des sujets qui l'intéressent le plus et mettre en lumière les choses qui l'ont marqué le plus à lui. Et ça, c'est des sous-jacents à la culture. Ça va permettre de vérifier la richesse de son vocabulaire au naturel. Ça va permettre de vérifier ce qui compte, comme je le disais tout à l'heure, pour lui vraiment. Ça, ce sont des signes d'une culture et c'est ainsi que vous allez pouvoir vérifier s'il y a une adéquation entre qui est le commercial et le métier, les interlocuteurs et votre entreprise. Pour doubler cette vérification, évidemment, vous allez pouvoir proposer les fameux cafés avec l'équipe. L'équipe va pouvoir poser les questions, établir une discussion naturelle et décider s'il semble y avoir ce qu'on appelle le fameux culture fit. En marketing d'ailleurs, c'est assez drôle, on voit beaucoup les entreprises recruter des marketeurs qui ressemblent beaucoup à leur cible parce qu'il est beaucoup plus facile de se mettre dans les pieds de quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, de quelqu'un qui nous est opposé. Donc c'est assez drôle de voir comment les équipes commerciales, alors je vais mettre un gros cliché, mais dans le monde de la beauté, c'est des gens qui sont intéressés vraiment beaucoup par ces sujets beauté et qui sont clients. Donc une marque de parfum chez LVMH, elle va recruter des gens qui pourraient
être leur client dans cette marque de parfum. Et ainsi, il va y avoir une espèce de fluidité, de communication performante, naturelle qui va se mettre en place. Et bien pour les commerciaux, on peut faire pareil. Recruter des commerciaux qui se rapprochent le plus possible de nos cibles, c'est maximiser les chances de succès, c'est maximiser le fait que le commercial il soit un performeur. Ici, je vous demande impérativement de garder votre esprit critique parce qu'effectivement, il n'y a pas une bonne culture ou une mauvaise culture. Il y a des cultures qui correspondent à des cibles et des cultures qui ne correspondent pas. Aucun jugement de valeur ici, c'est à vous de déterminer précisément ce dont vous avez besoin. Un dernier exemple pour exprimer cette importance de culture, on voit souvent, si vous connaissez la méthode DISC, j'ai fait une vidéo là-dessus, alors allez la voir, c'est une méthode qui permet de comprendre la personnalité des gens assez rapidement. C'est un peu grossier mais ça marche assez bien. Et donc dans cette méthode, on se rend compte qu'il y a 4 types de personnalités. Et généralement, le commercial qui a le type A de personnalité, par exemple les rouges, ils vont bien s'entendre avec les clients qui ont la même personnalité. C'est très naturel et c'est à eux qui vont vendre le plus efficacement la plupart du temps. Ça, c'est un stigmate du fit culturel, du fit de personnalité, et ça se ressent dans tous les autres domaines. Donc gardez bien cette idée en tête, et si vous ne savez pas ce que c'est le DISC, je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo. C'est un outil de communication exceptionnel, tant en interne qu'avec les clients, ça peut vraiment débloquer beaucoup de situations et améliorer vos ventes. La prochaine compétence qu'on va regarder, c'est l'une de mes préférées parce que c'est l'une des plus redoutables et plus efficaces et qu'on retrouve le plus souvent chez les excellents commerciaux, mais en même temps, c'est l'une des plus sous-cotées, donc faites bien attention. Pour vous parler de la prochaine compétence, je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de vendre une mission mime pour le coup, devant les directeurs d'une entreprise qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'étais avec une personne de l'équipe, une ETI en région française, une très belle ETI. Et donc il y a ces 4 directeurs autour de la table pour qui on a préparé une proposition commerciale qu'on va illustrer, etc. Et donc le commercial a bien fait son travail, il s'est bien préparé, il raconte, il rappelle le contexte, il y a toute une méthode pour mener ce rendez-vous qu'on enseigne à nos clients. Les directeurs sont embarqués dans le rendez-vous, ça se passe plutôt bien, et puis à un moment donné, le commercial qui est avec moi, il se lève, il prend un stylo sur le tableau-banc et il commence à donner un sens, à analyser les chiffres qui ont été donnés pendant les directeurs, on leur a posé des questions, etc. Il commence à leur donner un sens. Et en griffonnant 2-3 morceaux de calcul sur un tableau et en leur donnant du sens, d'un coup, la réunion a complètement changé son cours et on est entré dans une discussion beaucoup plus concrète avec des directeurs qui étaient animés, qui débattaient, un échange hyper constructif. Et ce qui a été retenu à la fin de ce rendez-vous et ce dont on a discuté le plus, c'était ces chiffres. D'ailleurs, ça a complètement rescopé la mission. On a pu aller beaucoup plus loin avec ce client-là. Il n'y avait rien de compliqué dans ces calculs, mais ce que ça nous a montré, c'est la puissance de l'analyse. La prochaine compétence à vérifier, c'est la capacité analytique des commerciaux que vous recrutez. Compétence extrêmement sous-cotée qu'il faut trouver chez les commerciaux. On a parlé de la curiosité au début, c'est un préalable, mais la curiosité, elle permet de récolter des infos, mais ces informations, si elles ne sont pas analysées, ça ne sert à rien. Et malheureusement, la plupart des commerciaux, ils se contentent, quand ils y arrivent, de récolter des informations, mais ils n'arrivent pas forcément à leur donner un sens, à les analyser. Ça, c'est dommage parce qu'on va pas jusqu'au bout de la démarche, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, un commercial qui sait prendre des données qu'on lui a données et leur donner un sens, les animer sous un angle que le prospect n'a jamais envisagé avant, c'est extrêmement utile, c'est extrêmement précieux. Comment on teste ça en entretien? C'est hyper simple. On fait des tests un peu de logique avec les commerciaux. Donc l'exercice simple que vous allez faire aux commerciaux que vous avez en entretien. Vous donnez 10 âges différents de personnes, de 0 à 99 ans, et vous lui demandez de trouver 4 manières différentes de regrouper ces âges de manière logique, et vous lui demandez de vous expliquer. Cet exercice, il peut aider à évaluer la capacité du candidat à analyser des données, à justifier ses choix, à identifier des tendances et des schémas, et enfin à expliquer son processus de pensée de manière logique et convaincante. C'est ça, la capacité d'analyse. Donc les groupes, ça peut être n'importe quoi. Ce qui vous intéresse, vous, c'est la justification. Donc le premier groupe, ça peut être tous les âges de 0 à 33 ans, de 33 à 66 et de 66 à 100 ans. Le deuxième catégorie, ça peut être tous les âges qui finissent pareil de 1 à 3, voilà. La troisième catégorie, ça peut être les âges dont la somme des deux chiffres est égale à telle somme et telle somme. Enfin, là, il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut, c'est trouver de la cohérence et de l'agilité de l'esprit. Donc il y avait la curiosité, c'était trouver de l'info. Il y avait l'analyse, c'est lui donner un sens. Et maintenant, la prochaine compétence, c'est la capacité de synthèse. Une fois qu'on a donné un sens à l'information, il faut être capable de la restituer de manière intelligible, courte, condensée. Pourquoi c'est important? Le client, il veut aller droit au but, il n'a pas beaucoup de temps et il faut être capable de lui apporter beaucoup de valeur dans ce laps de temps. Si vous faites du blabla, vous faites des phrases beaucoup trop longues pour exprimer des idées simples, vous perdez du temps et surtout, vous perdez l'intérêt du prospect qui sait qu'en fait, il y a 1/10 du temps que vous utilisez qui est utile pour raconter des choses intéressantes. Donc tout le reste, il y a un peu le trier à la va-vite et le mettre à la poubelle. Votre voix, elle perd du poids en faisant ça. La capacité de synthèse, c'est très important, mais c'est aussi très compliqué à développer. C'est possible. Il y a des méthodes pour faire quelques effets de manche qui sauveront les apparences, mais les commerciaux qui ont des vraies capacités de synthèse
naturel, préférentiel, quelque chose qui plaît aux commerciaux. Souvent, c'est des compétences qui sont extrêmement précieuses et qui permet d'aller chercher cette fameuse vente complexe, vente par la valeur, solution selling, que tout le monde recherche aujourd'hui. C'est des commerciaux qui savent être curieux pour avoir de l'info, analytique pour l'interpréter et synthétique pour la partager d'une manière très dense. Pour tester l'esprit de synthèse, vous allez demander à votre commercial, explique en une phrase que tu as compris qu'on faisait, comme si tu le disais à ta grand-mère, par exemple. Donc on va essayer de voir comment il saisit l'essence d'une chose ou d'une pensée, d'un concept et qui restitue en une phrase claire et concise. C'est ça la capacité de synthèse et c'est très précieux. On a fait beaucoup de soft skills, on va passer à un hard skill, c'est la compétence métier, la connaissance métier, la compréhension des métiers des clients que le commercial il va rencontrer. Bon, globalement ça c'est bien maîtrisé, en tout cas c'est bien compris par beaucoup de commerciaux, mais on se rend compte quand on interroge les acheteurs, quand on interroge les prospects, qu'ils sont beaucoup à se plaindre que les commerciaux ne comprennent pas leur métier. Alors pourquoi autant de commerciaux pensent qu'ils le connaissent et qu'en même temps beaucoup de prospects se disent que non? Bien pour une raison très simple, il suffit de comparer le temps de formation des commerciaux sur le produit versus le temps de formation des commerciaux sur les métiers. Il y a même des entreprises qui ne forment pas leurs commerciaux sur des métiers, et vous allez me dire, il y a même des entreprises qui ne forment pas leurs commerciaux tout court. Mais ça, moi, j'y peux rien. Alors oui, l'avantage de la connaissance métier, c'est clairement que c'est quelque chose qui s'apprend. Si votre commercial l'a déjà, c'est un bon point à prendre parce que ça va compresser son temps d'onboarding. Et s'il l'a pas, il faut quand même s'attendre que la plupart des métiers, ils mettent du temps à être compris en profondeur. Pour tester ça en entretien, c'est hyper simple, on va demander au commercial, on va lui présenter donc le persona. Disons que le persona en question, c'est les DRH des grands groupes industriels. Et on va lui demander d'abord de décrire simplement ce que c'est que le métier de DRH dans un grand groupe industriel. Ensuite, on va lui demander de citer quelques mots de vocabulaire technique de ces métiers, qu'est-ce qu'un ATS, des choses comme ça. On va lui demander s'il connaît les logiciels qu'utilisent ces DRH. On va demander les objectifs annuels. La plupart des DRH, ils ont un peu les mêmes objectifs, c'est un peu les mêmes choses, c'est leur mission finalement qu'ils regardent chaque année. Et enfin, on va demander les KPI qu'utilisent les DRH pour vérifier que leur travail se fait bien. En fonction du niveau de la qualité des réponses que le commercial va vous apporter, vous saurez très vite s'il y a une connaissance métier poussée ou pas, et puis par la suite, si vous voulez le prendre, vous saurez sur quoi il doit bosser en priorité. Donc ça, c'est un hard skill, on préfère l'avoir. Si on l'a pas, c'est pas très grave parce que ce genre de choses s'acquiert facilement. Par contre, ça demande du temps pour bien maîtriser, donc faites-y attention. Alors parmi les derniers critères à maîtriser, celui-là je le garde pour la fin parce que vous l'attendiez tous, c'est évidemment est-ce que le commercial il a des méthodes de vente. Avoir des bases commerciales, avoir des méthodes de vente, ça montre qu'il y a une structure, une base sur laquelle on peut progresser. Il y a un point de départ duquel on peut partir. On ne peut plus accepter les commerciaux qui vendent à l'instinct, à l'influence. C'est bien, il y en a besoin de temps en temps, mais il faut une base. Parce que de toute façon, c'est ce que vous allez apporter au commerciaux. Donc pour évaluer la maturité qu'il a sur ses méthodes commerciales, vous allez lui demander ce qu'il préfère utiliser, les forces et les faiblesses des différentes méthodes. Dans le SaaS, c'est hyper facile. Quels sont les secrets d'une bonne démo d'après toi? Première question. Deuxième question pour le tester, c'est quelle est la structure de ton rendez-vous commercial? Quelles sont les étapes par lesquelles tu passes? Chez Mime, par exemple, il y en a 10. Comment fais-tu pour savoir si un deal est bien engagé ou non? Donc là, il faut qu'il vous parle de méthodes médiques, MedPix, ce que vous voulez, les erreurs, les pièges à éviter, tous ces sujets de critères d'évaluation des deals. En fait, il faut qu'il soit capable de vous les donner par cœur et sans hésitation. Et vous avez demandé clairement par contre cette question, oui, c'est quels sont les pièges habituels à éviter quand on vend du SaaS, quand on fait de la vente complexe. Vous essayez de voir s'il a détecté que les faux champions, les gens qui décident pas, qui peuvent pas dire oui mais qui peuvent dire non, qui va essayer de voir est-ce que le sujet c'est une priorité et que finalement est-ce que le prospect il a un vrai impact, un vrai incentive à avancer. Bon, tous ces grands sujet tarte à la crème de la vente, il faut qu'il les connaisse. Donc en posant ces questions, vous allez pouvoir évaluer son niveau de maturité, s'il a de la méthode, préférer les questions ouvertes, où vous allez lui laisser le choix des explications. Parfois les gens ont des méthodes et ne le savent pas, c'est assez rare, souvent quand il n'y a pas de méthode, juste qu'on fait des choses intuitives et que par définition, on oublie la plupart des étapes. C'est dommage, il y a des commerciaux qui arrivent assez bien à se débrouiller, mais là on cherche pas un commercial qui arrive à se débrouiller, on cherche un top performer. Les top performers, ils ont de la méthode. Et de toute façon, s'ils en ont pas, il faut qu'ils soient prêts à accueillir celle que vous allez leur apporter, parce que oui, c'est aussi votre job de leur apporter de la méthode, et donc si c'est quelqu'un de base qui est structuré, la méthode elle sera beaucoup plus facilement accueillie et adoptée que si c'est quelqu'un de base qui n'en a pas vraiment. C'est pas la seule compétence, ça veut pas dire que s'il en a pas, il faut pas le prendre, mais pour moi ça fait partie des critères les plus importants quand on recrute un excellent commercial. Mais dans une société, vous voulez faire de la croissance, vous voulez systématiser les bons résultats, et la manière de systématiser les bons résultats, c'est les processus et les méthodes, et donc c'est pour ça que ça en fait une compétence clé à surveiller chez les commerciaux que vous faites passer en entretien. Maintenant, vous avez les compétences clés, vous avez les tests concrets que vous pouvez repasser en entretien. Je vais vous donner les red flags absolus, les sujets éliminatoires en entretien pour détecter les top performers. Ces sujets, pour vous les donner, je me suis inspiré d'un très bon livre sur le recrutement qui s'appelle Who, qui est un livre, il me semble, qui n'a pas été traduit en français, mais que je vous recommande de lire si vous avez la possibilité de le lire en anglais. Et donc, j'ai sélectionné dans ce livre, retenu et enrichi les red flags, les no-go, les comportements éliminatoires
en entretien que j'ai adapté du coup pour les commerciaux. Premier red flag, un commercial qui ne mentionnerait jamais ou qui refuserait ses échecs passés. C'est un peu louche, tout le monde a eu des échecs, tout le monde a eu des casseroles, donc quelqu'un qui aimerait apparaître comme quelqu'un d'impeccable et parfait, c'est louche, ça peut être un red flag. Deuxième red flag, c'est un candidat qui exagère ses réalisations. Alors comment on fait pour voir s'il exagère? On va lui demander toujours de préciser, de revenir aux chiffres, de poser des questions pour comprendre s'il change de version, etc. Quelqu'un qui présenterait un avenir plus joli que ce qu'il en a l'air, il faut s'en méfier. Quelqu'un finalement presque qui est trop vendeur, attention aux vendeurs trop vendeurs. Troisième critère, sont les candidats qui s'attribuent des mérites qui ne sont pas les siens. Ça, c'est un peu plus difficile à détecter, mais en fait, ça va un peu avec les deux critères d'avant. C'est une attitude qu'on va percevoir assez rapidement. Franchement, c'est un red flag. Quatrième red flag, ça peut être un candidat qui parle mal de ses anciens collaborateurs ou ses anciens patrons. C'est la base du professionnalisme. On ne peut pas parler en mal de ses anciens patrons ou ses anciens collègues. On ne veut pas jeter la pierre. Et puis surtout, s'il le fait avec ses anciens patrons ou collègues, il peut le faire avec des anciens clients devant les clients, qui est le truc absolument à éviter. Le cinquième critère, c'est qu'il ne peut pas expliquer ses changements de poste. Il n'arrive pas à les justifier. Donc c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne vous le dit pas. Il le sait pourquoi les postes sont changés, mais il ne vous le dit pas. Donc ça, c'est dangereux quand les justifications ne sont pas claires. Le sixième red flag, c'est quand il parle plus des avantages en nature et du salaire que de la nature du travail. C'est quelqu'un dont le moteur va pas forcément être son boulot, ce que c'est dedans et peut-être la mission de votre entreprise, mais plutôt les contreparties. Et quelqu'un qui n'est engagé que par les contreparties, le jour où il y a des changements ou le jour où on va lui demander de faire l'extra mile, il va vous redemander des contreparties et c'est pas forcément quelqu'un à qui ça va être facile de faire du business. Septième critère serait quelqu'un qui essaye trop d'avoir l'air d'un expert, qui se donne un espèce d'air, qui essaye de tout vous expliquer, etc. Il faut se méfier, c'est pas l'exercice de l'entretien d'embauche, essayer de repérer ses comportements. Huitième critère, c'est quelqu'un qui est égocentrique, qui parle que de lui, qui pose pas de questions. C'est un peu comme les critères du début, il va raconter ses exploits et moi et j'ai réussi à, et je pense que j'ai 10 sur 10 en vente si je devais me donner une note. Moi un jour j'ai eu un commercial quand même qui m'a dit, je lui ai dit quelle note tu te donnerais en vente, il m'a dit 12. Je vais être honnête, c'est 12 sur 10. 12 sur 10 en vente, il m'a dit. Ça a été... J'ai arrêté l'entretien juste après cette question. Alors moi j'hésite pas, si l'entretien se passe mal, j'attends pas jusqu'à la fin, j'ai la personne. Voilà, on va arrêter l'entretien ici, je vais t'expliquer pourquoi, j'explique les raisons et je vais faire l'entretien. On n'est pas là pour perdre son temps, on peut être très poli, donner du feedback, la personne a investi du temps pour vous, vous devez le faire, mais ne vous forcez pas à finir un entretien pour lequel vous savez qu'il n'ira pas jusqu'au bout. À part si ça fait 30 secondes que l'entretien a commencé, là ça peut être un peu difficile, effectivement. Le neuvième red flag, c'est quelqu'un qui va vous parler de réalisations qui n'ont pas vraiment d'importance, d'avoir gagné le concours du commercial le plus je sais pas quoi, et qui a absolument pas de rapport avec le job ou qui est vraiment une espèce de fausse réalisation. Si vous sentez qu'il n'est pas concentré sur l'essentiel et sur ce qui est important pour vous, ça sera pas un fit, donc vaut mieux arrêter tout de suite aussi. Dixième red flag, c'est les gens qui commencent par les phrases par non mais là c'est pas pareil, peut-être que je sais plus. Bon, ça peut être quelqu'un qui a un problème d'ego. Alors c'est important d'avoir un bon ego quand on est commercial. Il faut pas avoir un ego surdimensionné, mais un bon ego c'est utile pour dégager de la confiance, donner envie, transmettre cette confiance à des prospects qu'on a envie d'embarquer dans un projet finalement. Voilà, les autres critères de la liste, ils sont un peu reliés, je vous laisserai les lire. Surtout, lisez le livre parce que il n'y a pas que des red flags, il y a aussi les méthodes, notamment des scorecards dans lesquels on va pouvoir mettre en place des notations pour être sûr de trouver les bons candidats. Moi, celle que je vous ai donnée, sincèrement, elle suffit dans la plupart des entretiens. Mais si vous avez des plus grosses équipes et qu'il faut transmettre les méthodes, avoir des scorecards, c'est pas mal. Lisez le livre, ça vaut le coup. Moi, je trouve que c'est un bon livre de recrutement, puis il est très publicité, donc vous ne ferez pas d'erreur et vous ne perdrez pas votre temps en le lisant. Alors je vous avais promis un petit bonus à la fin de cette vidéo, et ce bonus il vient justement de ce livre. Et dans ce livre, il nous explique comment on peut pousser un candidat à dire la vérité et gagner du temps sur le processus de recrutement. Vous le savez, il faut faire attention en France, d'ailleurs il y a un article très précis là-dessus qui dit qu'on ne peut pas solliciter les anciens managers, les gens qu'on prend en entretien d'embauche sans leur demander leur avis. Donc vous allez lui demander leur avis, je fais t'as eu des managers, est-ce que je pourrais les appeler après pour vérifier les choses? Généralement les gens disent oui, il n'y a pas vraiment de problème. Une fois que c'est fait, vous allez lui demander, mais monsieur le candidat, ou cher candidat, vous l'appelez par son prénom, ce que vous voulez. Quand j'appellerai ton manager, parlez au futur, quand j'appellerai ton manager, qu'est-ce qu'il va me dire sur toi? Quand j'appellerai ton manager pour lui parler de tes réalisations passées. Si vous avez un doute sur un sujet, vous allez contextualiser la question. Qu'est-ce que ton manager va me dire sur toi? Ça va pousser le candidat à dire la vérité, puisque le sous-entendu c'est que vous allez le faire, et que s'il ne la dit pas, non seulement vous allez finir par savoir la vérité, mais en plus il vous aura menti.
Donc de lui-même, il va se mettre à vous dire la vérité et ça va vous permettre de déterrer, d'éclaircir des sujets qui étaient un petit peu obscurs pendant l'entretien. Donc soit vous posez à la fin de l'entretien la question de manière générale pour détecter les éventuelles zones d'ombre. Quand j'appellerai ton ancien manager, qu'est-ce qu'il va me dire sur toi, qu'est-ce qu'il a apprécié ou sur quoi il pense que tu devais progresser. Ou s'il y a un sujet précis, quand je vais appeler ton ancien manager pour lui parler de sujet précis, qu'est-ce qu'il va me dire? Vous avez le choix, c'est une arme secrète que je trouve très puissante et que je vous encourage à utiliser. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, les exercices, les compétences, les tests à faire pendant l'entretien, je vous les ai mis dans un tableau très simple Excel. Les red flags, je les ai mis dans l'onglet d'à côté dans l'Excel, vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description, c'est complètement gratuit, ça ne vous engage à rien, c'est pour vous aider. Moi mon conseil, c'est d'appliquer ce qui vous a plu, peut-être qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous a plu, écrivez-la maintenant sur un papier, un post-it, un pense-bête sur votre ordinateur, mais s'il vous plaît appliquez parce que encore une fois, regardez les vidéos, c'est sympa, mais pour faire plus de chiffre d'affaires, avoir des bons commerciaux dans votre équipe, il faut l'appliquer. Donc pour vous encourager à le faire, je vous ai fait cet outil, il est pratique, vous pouvez l'avoir devant vous en entretien, ou surtout si c'est en visio, à votre liste avec les critères, les petits exercices à faire, puis pendant l'entretien, vous cochez les cases, vous mettez des petites notes, vous pouvez mettre une note de 1 à 5 sur chaque critère, puis à la fin vous mettez une moyenne générale, puis ça vous permettra de comparer les candidats entre eux de manière quand même relativement pragmatique et rationnelle. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a pas de profil universel de bons commerciaux. Donc, vous devez partir du profil de vos interlocuteurs et de la culture de votre entreprise pour rétropédaler et définir ce qu'est un bon commercial. Mais avec ces 12 critères, en les ajustant par rapport au sujet que je viens d'évoquer, vous aurez l'image, le portrait du commercial idéal, du top gun, du top performer. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas un commercial qui est bon ou qui n'est pas bon intrinsèquement. Il y a des commerciaux qui sont bons dans certains contextes et des commerciaux qui sont bons dans d'autres. Là, c'est une question de fit, comme plein de choses en fait. Alors si vous regardez jusqu'ici, j'espère que c'est que vous avez apprécié, mais il y a une partie des gens qui aiment pas du tout, puis il y a une partie des gens qui adorent. C'est normal, c'est une question de contexte et d'adéquation. Et moi, ça me va très bien. Il y a une citation, je crois que c'était d'Einstein qui disait « Si vous jugez un poisson à sa capacité à monter aux arbres, il croira toute sa vie qu'il est nul. » Je pense que c'est assez vrai, et si vous jugez un commercial à sa capacité à vendre un produit spécifique et qu'il n'est pas bon, il peut croire toute sa vie que c'est pas un bon commercial, alors que si vous le mettez dans d'autres dispositions, il va être hyper bon. Après, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas, et ça c'est important de les distinguer. Souvent les soft skills, c'est plus compliqué à acquérir que les hard skills. Grosso modo, c'est pour ça que je vous ai mis les critères dans le tableau. Il y a une partie de critères, c'est soft skills, il y a une partie de critères, c'est hard skills. D'ailleurs, vous pouvez vous faire un radar chart, hein, c'est radar où il y a de 0 à 5 une note et puis ça vous fait des étoiles et des formes un peu sympas de temps en temps pour évaluer tous vos candidats. Vous pourrez mettre des notes et puis voir un peu les profils des candidats que vous avez en face de vous. C'est pas mal pour comparer, puis c'est une représentation visuelle si vous préférez ça, des compétences que je viens d'évoquer. Sur les hard skills, mais aussi les soft skills, c'est votre responsabilité d'offrir aux commerciaux un cadre, des formations qui leur permettent de progresser sur ce sujet, mais je vous garde cette question pour les prochaines vidéos. Maintenant que vous savez quoi chercher chez les bons commerciaux et que vous savez comment le tester pour vérifier que c'est vrai, il va falloir vous mettre devant les bons profils et ça, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Si vous-même, vous avez des habitudes sur le recrutement de bons commerciaux et que vous voulez aider la communauté, mettez-les dans les commentaires, je suis hyper intéressé pour débattre de ces sujets. Dans la prochaine vidéo, on verra donc comment trouver et convaincre ces fameux top commerciaux. D'ici là, il y a plein de vidéos pour progresser en vente SaaS, en vente complexe sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.